Bien. Eh bien, merci à tous d'être là ce soir, et puis merci à l'UPPA de nous avoir accueillis pour cette soirée. Je vais nous présenter très brièvement. À ma droite, Marie-Véronique Reynaud, qui est membre du bureau du collectif Roms de Gardanne. Je vous dirai quelques mots sur ce collectif Roms de Gardanne, et qui a tout particulièrement coordonné le travail de scolarisation des enfants roms, et qui par ailleurs est coordinatrice avec moi-même, nous sommes coordinateurs, si on peut dire, de ce bouquin qui est là-bas, que nous avons écrit pour retracer ce qui s'est passé à Gardanne pendant plusieurs années. À ma gauche, Mustapha Elmiri, qui est maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille, chercheur au CNRS l'Est, et, c'est pas sans intérêt, ex-adjoint au maire de Gardanne, précisément. Et puis bon, moi-même, militant associatif, etc., cofondateur du collectif Roms de Gardanne. Voilà, ça suffit comme ça. Bien, alors, quelques mots d'introduction. D'abord, je vois dans la salle les visages de beaucoup de personnes très, très compétentes sur le sujet que nous allons aborder ce soir, très averties, expérimentées, et qui nous corrigeront si nous disons des bêtises. Il y en a pas mal. Bien sûr, bien sûr. Bon, pour commencer, je vais très très brièvement présenter le collectif Roms de Gardanne. Et nous pourrons y revenir ultérieurement si vous le souhaitez. Ce collectif, il s'est constitué dès le début du mois de septembre 2012, de façon tout à fait informelle au départ. Et puis il s'est mué rapidement en association de 1901 pour toutes sortes de raisons, de très bonnes raisons. Le collectif s'est appuyé au fil de toutes ces années sur une bonne soixantaine de bénévoles de tous horizons, politiques, philosophiques, religieux, qu'ils soient militants associatifs déjà chevronnés ou simples citoyens, comme on dit. Bon, souvent ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin. Notre association s'est dotée de statuts assez particuliers, extrêmement horizontaux, et elle a toujours fonctionné sur ce mode-là, sans hiérarchie, sur le principe de la confiance, de l'échange et puis de l'entraide constante entre les bénévoles. Et c'est certainement ce qui a fait que ça a aussi bien, aussi longtemps fonctionné. Et Marie-Véronique et moi sommes actuellement des coprésidents en exercice de cette association. Voilà, bon. Si jamais certains le souhaitent, parce que nous avons une liste de diffusion sur laquelle nous diffusons les informations principales du collectif, je pourrais vous mettre à votre disposition tout à l'heure une feuille sur laquelle vous mettrez vos coordonnées si vous le souhaitez. Alors, deux repères chronologiques très, très rapides, hein, on ne peut pas tout dire. Le point de départ d'abord, bon, eh bien, suite à l'arrivée à Gardanne d'un groupe important de Roms qui avait été chassés de Marseille au cours de l'été précédent, des militants associatifs comme ça ont interpellé le maire le 8 septembre, c'est précis, vous voyez, 2012. Le maire, d'abord réticent, a donné son accord pour l'accueil des Roms. C'était d'abord pour un mois, et puis il a dit, bon, allez, jusqu'à Noël. Et puis ensuite, il a dit, allez, il faut qu'ils finissent leur année scolaire, ces enfants. Et puis voilà, on connaît la suite. L'accueil des Roms a duré plusieurs années à Gardanne. On y reviendra sans doute. Alors, l'autre date extrême, si on peut dire, c'est le 9 janvier 2017, le jour où la dernière famille Rom a quitté le site dit Puisède, le lieu de l'accueil à Gardanne. Je vous dirai en deux mots ce qu'est le Puisède, pour intégrer un logement en ville, à Gardanne. Le Puisède s'est trouvé alors fermé. Depuis ce moment-là, notre collectif continue son travail d'accompagnement des différentes familles qui sont disséminées dans le département sous une autre forme, et Marie-Véronique l'évoquera tout à l'heure et vous en dira plus. Nous sommes donc aujourd'hui 6 ans après le début de l'histoire, si on peut dire. Alors certains pourraient dire, pourquoi une soirée de plus sur les Roms en ces temps où d'autres migrants ou réfugiés sont dans une détresse absolument épouvantable et frappent à la porte d'une Europe devenue complètement sourde? Eh bien simplement parce que pour nous, il n'est absolument pas pensable, acceptable qu'une détresse en occulte une autre. Et puis aussi parce que
Les Roms migrants, ceux dont nous allons parler ce soir, qui sont au nombre d'à peu près 15 000 actuellement en France, ils vivent toujours depuis plus de 20 ans dans des conditions absolument indignes, ce qui reste une plaie vive dans ce pays des droits de l'homme, comme on dit, qui semble parfois devenu un peu fou. Alors, bon, nous allons vous faire part de notre expérience sous divers angles, mais, alors, une précision, quand je dis expérience, il faut l'entendre non pas au sens d'expérimentation, mais plutôt, enfin, expérimentation encore que parfois, bref, mais plutôt au sens tout simplement de choses vécues. Cette expérience, nous la racontons dans le bouquin que nous avons sorti en avril dernier et qui porte le titre de notre intervention de ce soir, le titre général, Famille Rome, le choix de l'accueil. On y reviendra. Il est paru donc au mois d'avril dernier, il est à votre disposition ici même ou dans toutes les bonnes librairies, comme on dit habituellement. Dans ce livre, nous témoignons, et nous allons le faire aussi ce soir, sans complaisance, sans être toujours bien optimiste, on nous l'a parfois un petit peu reproché. Mais au fond, l'expérience de Gardanne demeure pour nous, et puis pour d'autres aussi, nous l'espérons, porteuse d'espoir et d'avenir. Bien, après ce préambule, nous allons intervenir successivement sur 3 thèmes. Bon, je commencerai en campant le paysage, c'est-à-dire un peu le contexte dans lequel s'est fait cet accueil des familles roms à Gardanne et les données politiques et médiatiques de ce qu'on appelle parfois la question rome. On reviendra sur ce terme très ambigu. Marie-Véronique évoquera la réalité et la complexité de l'accompagnement au quotidien sur plusieurs années d'adultes et d'enfants en situation d'extrême précarité, qui plus est issus d'une culture différente de la nôtre, et sur les questionnements de toutes sortes auxquels cela nous a contraints. Moustapha El-Miri, dont je rappelle donc qu'il était adjoint au maire de Gardanne à l'époque de l'accueil des familles roms, évoquera quant à lui, enfin c'est lui qui en décidera, mais en principe les complexités, là aussi, et toutes les ambiguïtés d'ordre sociologique, historique, politique, etc., aussi bien du côté des élus que de la population gardanaise, voire peut-être des bénévoles eux-mêmes. Petit sourire malicieux de Moustapha. Voilà, mais avant de vous présenter ces différents points, nous vous proposons de faire une petite plongée dans l'univers qui est celui au quotidien des familles roms. Et nous vous proposons de le faire avec un extrait d'un film documentaire qui a été diffusé en janvier de cette année sur France 3 Alpes-Provence. C'est un reportage tourné à Marseille qui est intitulé « Les petits oubliés de Marseille », qui a été réalisé par Jean-Manuel Bertrand et Pauline Guigou, avec la complicité très active d'une personne que certains ici connaissent très bien, vous le verrez, Jane Bouvier, fondatrice et animatrice de l'association L'École au présent, qui a suivi et scolarisé toutes ces dernières années plusieurs centaines d'enfants, de l'ordre de 500 gamins. Voilà, donc on va envoyer le petit extrait du film. Bon voilà, je pense qu'il n'y a pas de commentaires à faire directement sur ce qu'on vient de voir, que ça se suffit à soi-même. Bien, alors, en préambule de mon intervention, je voudrais apporter quelques précisions qui me paraissent nécessaires pour la bonne compréhension de la suite. D'abord, bon, le puits Z dont j'ai parlé tout à l'heure, le puits Z, c'est le carreau, c'est-à-dire la zone de surface où évoluent les camions, les machines et engins divers, d'un ancien puits de mine de Gardanne, Gardanne où tous les puits de mine ont fermé en 2003, comme beaucoup le savent ici, et la ville de Gardanne a racheté ce site en 2004. Un mot sur le titre de notre livre, Le choix de l'accueil. Alors, le mot choix est important parce qu'il illustre justement le choix politiquement très courageux d'un maire qui a failli, à quelque chose près, il laissait son mandat en 2014 et qui reste le seul à ce jour dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à avoir accueilli de façon durable des familles roms. Pourquoi un livre, pourraient demander certains? Parce que
il nous semblait déjà depuis longtemps qu'il fallait, peut-être pour nous-mêmes, mais aussi pour d'autres éventuellement, garder une trace de ce qui s'est passé à Gardanne et laisser un témoignage de cette histoire que nous jugeons exemplaire à plus d'un titre. Exemplaire pas au sens où ce serait un exemple, mais parce que c'est un exemple de ce qui est possible. Alors encore quelques précisions, confusions évitées. D'abord, bon, la langue, le romanès ou le romani, est dérivé du sanskrit et c'est pas du tout une langue romane, c'est tout à fait différent. Par ailleurs, les Roms sont absolument à distinguer des gens du voyage. Il y a beaucoup de confusion à ce sujet-là. Et le terme Rom, dans son acception courante, comme nous allons l'employer ce soir, désigne une population dont les aspirations sont tournées davantage vers la sédentarisation. Ce ne sont pas des nomades, des voyageurs, c'est tout à fait différent. Et pourtant, Roma en anglais, dans toutes les communications internationales, désigne un ensemble beaucoup plus large que cela, tant dans le vocabulaire de l'Union européenne que dans le sens que lui a donné l'Union Romanie Internationale, je vais y arriver, à Londres en 1971, en incluant tous les groupes qui se rattachent de près ou de loin à une culture et une histoire commune. Donc vous voyez, c'est un ensemble extrêmement vaste. Et entendu comme ça, il y a 12 millions de Roms dans l'ensemble de l'Europe, 6 millions dans l'Union européenne et 400 000 en France. Donc vous voyez, il faut bien préciser de quoi on parle. Actuellement, les Roms migrants sont à peu près 15 000 en France, bien que les recensements ne soient jamais très très précis, qui est un chiffre assez stable et même en légère décroissance depuis au fil des dernières années. Alors il faut bien se figurer que ça représente finalement, si on peut dire, un Rom pour 4000 habitants en France. Et se représenter aussi que selon ce ratio, il suffirait par exemple qu'une commune de 20 000 habitants accueille une petite famille de 5 personnes pour qu'il n'y ait plus de questions Roms, entre guillemets, en France. Est-ce que ça perturberait sérieusement l'équilibre social, culturel, etc. d'une commune qui le ferait? Certainement pas. Et c'est pourquoi, quand on entend parler d'invasion, vraiment, il y a de quoi se mettre en colère. Alors, je reviens un instant sur ce terme de question Rom. Question Rom, c'est un terme qui est le plus souvent employé au sens implicite de problème Rom, avec toute la cohorte de connotations extrêmement péjoratives qui s'y attachent. Alain Fourest, que certains connaissent, et qui a beaucoup écrit sur ce sujet, sur la question Rom, justement, avec plein de guillemets, se demande si en fait, il n'y aurait pas plutôt une question gadjo. Vous savez que, le terme gadjo, gadji au féminin, gadji au pluriel, désigne pour les Roms tous ceux qui ne sont pas Roms, y compris, par exemple, en Roumanie, les Roumains non-Roms sont des gadjés pour les Roms. Voilà, c'était une petite précision. Alors, des repères historiques très, très, très sommaires. L'histoire du peuple rom est restée longtemps assez mal connue, elle le demeure, un peu parce que les historiens ne s'y sont pas toujours tellement intéressés, puis aussi parce que le peuple rom est de tradition essentiellement orale et a laissé au fil des siècles relativement peu d'écrits. Bon, quelques repères quand même. Il faut savoir que les Roms sont originaires de l'Inde et que dès le Xe, XIe siècle, ils ont entamé une migration dès cette époque-là. C'est un peuple qui a toujours été minoritaire dans les pays où il a vécu et qui a été constamment réduit à l'esclavage et tenu en situation de précarité, de dénuement à travers l'histoire. Et c'est largement ce qui a motivé sa migration déjà très ancienne, essentiellement économique et de l'ordre de la survie, à travers l'Asie, puis progressivement l'Europe de l'Est, l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Et c'est un peuple qui inclut, j'y faisais allusion tout à l'heure, des groupes très divers, connus sous des noms qu'on connaît plus ou moins, Gitans, Manouches, Bohémiens, Yéniches, Calais, Sinti, etc. Je ne détaille pas. Donc ce sont bien des migrants économiques et non pas des nomades qui ont toujours fui en fait la pauvreté et les persécutions en cherchant des lieux de vie stables et pérennes autant que possible.
On ne peut pas ne pas évoquer un épisode épouvantable de leur histoire qui a été le génocide oublié des Roms. Avant et pendant la dernière guerre mondiale, période pendant laquelle plus de 500 000 Roms ont été exterminés. Alors, je n'entre pas dans les détails, ce serait trop long, mais je vous recommande à ce sujet la lecture d'un article récent du Monde, en date du 4 octobre, qui était très éclairant sur cette question du génocide rom oublié. Pourquoi a-t-il été oublié? Bon, peut-être parce que cette réalité historique était très dérangeante, et peut-être aussi parce qu'elle a été en partie occultée par un drame, une tragédie d'une ampleur encore plus grande, celle du génocide juif. Juste quelques mots encore, pendant l'après-guerre, pendant le régime Ceausescu, les Roms roumains se sont retrouvés dans une situation paradoxale. Tous avaient un emploi, tous avaient un logement, mais c'était en général des sous-emplois et des sous-logements, si on peut dire. Et par ailleurs, les gamins, les enfants roms, dans les écoles, étaient très violemment discriminés. On a eu des témoignages en direct d'une bénévole du collectif, qui est roumaine et qui nous a raconté à ce propos des choses édifiantes. Et après la chute du régime Ceausescu, on aurait pu s'attendre à un mieux. Ça n'a pas du tout été le cas. C'est tout le contraire qui s'est produit. Les Roms ont été plus que jamais méprisés, maltraités, insultés à longueur de temps par les politiques, par les médias, toujours au banc de la société, et le plus souvent sans aucune ressource. Et cette situation demeure aujourd'hui à peu de choses près en Roumanie, ce qui explique largement pourquoi, après la chute du régime Ceausescu, il s'est produit dans les années 90 un afflux réel, non négligeable, de Roms roumains en Europe, en France notamment, et pourquoi encore aujourd'hui les Roms préfèrent, dans leur majorité, avoir à manger en France plutôt qu'un toit en Roumanie. Voilà, c'est une formule qu'on entend souvent. Alors, les Roms en France, les Roms roumains et bulgares, qui sont très majoritaires en France, ils sont des citoyens européens à part entière, aussi légitimes en France que vous ou moi, en France, en Espagne ou en Italie, comme on veut. Il faut se rappeler qu'au milieu des années 60, il y avait en France 75 000 personnes qui vivaient dans 400 bidonvilles et que la France a su résorber ces bidonvilles en à peu près une quinzaine d'années, même si c'était parfois dans des conditions peu enviables, à coups de barres de HLM monstrueuses. Vous voyez de quoi je parle. Bon, et puis après, dans les années 90, on a vu les bidonvilles réapparaître, notamment, pas seulement, mais notamment du fait de l'afflux de ces personnes venues de l'Est, Rome notamment. Depuis ces années, c'est-à-dire plus de 20 à 25 ans, ces bidonvilles, squats, etc., essentiellement habités par des Roms, donc, sont restés à peu près stables en nombre d'habitants en termes de conditions de vie, des conditions de vie indécentes. Et la France, depuis de longues années, apparaît dans l'Union européenne comme la championne des expulsions. C'est une expression qui a été très souvent employée, notamment dans la presse internationale. Et le record a été atteint en 2013, ce serait drôle si ce n'était pas tragique. C'était sous la présidence de François Hollande, et 21 500 expulsions ont eu lieu cette année-là, bien plus qu'il n'y avait de Roms en France, qui était à peu près 17 500. C'est tout simplement parce qu'il a été procédé, sous l'autorité de M. Valls, à des expulsions multiples d'une même famille, et des expulsions qui, par ailleurs, étaient parfois assorties d'une prime au retour, sous-entendu au retour en Roumanie, bien sûr. Seulement le problème, c'est que les Roms, étant citoyens européens, ceux qui ont bénéficié de cette prime ont empoché cet argent pour retourner quelques semaines au pays, puis pour revenir en France, comme c'était leur plein droit. C'était donc une prime au retour en France. Bon, après ça a été abrogé, mais on voit bien l'absurdité des choses. On sait depuis de longues années que les expulsions à répétition, qui ont été encore nombreuses ces derniers mois, cet été, dans notre département, et puis qui continuent, bien loin de régler quelques problèmes que ce soit, ne font qu'aggraver, et souvent lourdement, les choses par la déstructuration de la vie familiale, la perte des maigres biens que possèdent les familles, la destruction de papiers, et puis aussi et surtout par la déscolarisation des enfants,
ce qui est un vrai drame de société, on ne peut pas dire autre chose. Et puis on sait en outre que ces expulsions sont totalement inopérantes. Les familles roms font preuve d'un tel courage, d'une telle résilience que ils se débrouillent toujours, quelques heures ou quelques jours plus tard, pour se réinstaller sur un autre terrain, dans un autre squat. C'est quasiment mécanique, on le constate. On sait aussi que ces expulsions sont terriblement coûteuses pour les collectivités qui les diligentent. À Aix, on a avancé des chiffres sur 2 années à peu près. Il semble vraisemblable que 4 à 500 000 euros aient été dépensés pour pratiquer ces expulsions, c'est-à-dire beaucoup plus que ne coûteraient des mesures d'accompagnement favorisant l'intégration de ces personnes, de ces familles. Quelques mots maintenant de la politique officielle, si on peut dire, concernant les Roms. La Commission européenne a publié en 2011 un, je cite, cadre de l'UE pour des stratégies nationales d'intégration des Roms allant jusqu'à 2020. Je ferme les guillemets. C'est un document très complet, posant des principes fondamentaux précis, que évidemment je ne peux pas détailler ici. Mais vous pourrez en trouver des éléments dans cet excellent ouvrage. La France, de son côté, dans ce cadre posé par l'UE, a pris des engagements assez précis, publiés sous le titre « Stratégie nationale d'intégration des Roms ». Mais alors, il y a quand même une chose bizarre, c'est que d'emblée, il est affirmé dans cette stratégie que, je cite, cette stratégie n'est pas une stratégie à proprement parler. Si ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit. Bon, on a bien compris que c'est essentiellement un tissu de bonnes intentions, voué à rester lettre morte. Par ailleurs, la France bafoue régulièrement les traités internationaux, les droits fondamentaux et même le droit français. Ça s'est vu de très nombreuses fois. Mais pourtant, il s'est produit ces dernières années, certaines personnes ici le savent mieux que quiconque, des juristes. Il s'est produit ces dernières années, donc au cours des innombrables actions en justice qui ont été contre les Roms, environ 50 à Aix en quelques années, ce qui est absolument hallucinant, une évolution tendanciellement favorable, on va dire, qui tend vers une valeur jurisprudentielle, avec une prise en compte par plusieurs juges du principe de proportionnalité, c'est-à-dire prenant en compte la réalité ou non des nuisances de divers ordres supposées causées par les Roms en regard des dommages, notamment pour les enfants, que causeraient des expulsions sans discernement. Bon, ça mériterait aussi un développement un petit peu plus long, mais c'est quand même très important de le noter. Le 25 janvier de cette année a été publié par le gouvernement français, donc c'est tout, vous voyez, c'est récent, une instruction visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles dans un délai de 5 ans. Nous, bénévoles, nous en concevons un espoir mesuré, parce que nous nous souvenons de la circulaire interministérielle d'août 2012, qui était un petit peu du même tonneau et qui est restée lettre morte pour l'essentiel. Donc nous, on se dit un peu, allez, wait and see. Mais bon, en même temps, il ne serait pas juste, en critiquant le rôle de l'État, de ne pas signaler quand même les efforts de la DIAL au fil des années écoulées, surtout depuis cette instruction de janvier 2018. Alors la DIAL, il faut le préciser, c'est la délégation interministérielle pour l'hébergement et l'accès au logement, qui a été créée en 2010, qui était d'abord simplement en charge d'une façon générale et imprécise des questions du mal-logement, et puis qui a été ensuite chargée spécifiquement du problème des campements de Roms à partir de 2012. Bon, pendant longtemps, la DIAL est restée plutôt dispensatrice de formules un peu cosmétiques, disposant de moyens politiques et financiers qui étaient insuffisants. Mais bon, elle accompagne ou a accompagné des projets dans diverses villes comme Montpellier, Saint-Étienne, Strasbourg, Nancy, Grenoble, Lyon, Metz, Nantes. Et c'est généralement à la requête des élus de ces villes, de diverses tendances politiques, qui ont été mises en place des MOUS, maîtrise d'œuvres urbaines et sociales. Hein, MOUS, c'est joli. Financées conjointement par ces villes et par des fonds européens. Mais monter un dossier de MOUS
reste de facto inaccessible à des communes de taille modeste, à la fois par la complexité de ces dossiers et l'importance des moyens, des ressources humaines que ça nécessite, et puis aussi à cause de la part d'autofinancement préalable avant que les fonds européens ne soient déclenchés, que ça nécessite. Donc Gardanne avait mis le doigt dans ce processus et puis a dû y renoncer. Gardanne, 21 000 habitants. Voilà. Bon, il faut signaler quand même qu'à Marseille, le maire Jean-Claude Gaudin reste complètement sourd aux requêtes de la société civile. Hein. Et la préfète à l'égalité des chances a tout juste accepté l'idée de stabilisation de 2 campements, comme on dit dans le langage officiel, de Rome à Marseille. Mais il faut quand même bien dire que ce sont 2 campements sur 25 environ. Ça situe les choses. Mais par contre, elle vient, là, hier ou avant-hier, ou aujourd'hui même, d'accorder le recours de la force publique pour 2 nouvelles évacuations imminentes à Marseille. Je n'entre pas dans les détails. Alors, pour faire un bilan, on peut dire que depuis 2013, c'est-à-dire en 6 années, quelques 5000 Roms ont accédé à un logement. Bon, on se dit, bah, c'est pas mal. Mais enfin, il faut bien noter quand même que c'est pour une bonne part grâce au travail acharné de la société civile, en particulier du tissu associatif français. Et puis, est-ce que l'instruction gouvernementale que j'ai citée saura faire de même pour les 15 000 Roms restants, si on peut dire, au cours des 4 années et demie qui restent, si on prend en compte le délai dans lequel cette instruction doit produire ses effets. Voilà, on peut avoir des doutes. La France a été très régulièrement condamnée par aussi bien des instances de la Commission européenne que de l'ONU en matière d'insuffisance et d'anomalie de sa politique à l'égard des Roms. La liste est trop longue, je vous en fais grâce, mais enfin, là encore, vous trouverez des choses là-dedans. Mais enfin, c'est une liste absolument interminable. Alors on peut se dire, mais après ces condamnations, quid de la suite, quels effets? Eh bien, pratiquement aucun, très peu. Parce que ces condamnations répétées, généralement exprimées quand même dans un langage diplomatique assez policé, n'ont de fait qu'une valeur de recommandation et sans aucun pouvoir véritablement contraignant. Donc, on peut s'asseoir dessus, quoi. Alors, je voudrais en venir maintenant à quelques mots sur les préjugés, les représentations concernant les Roms et puis sur l'instrumentalisation qui est faite de tout ça. Les politiques, dans leur majorité, sont indifférents au mieux et souvent tout à fait cyniques par rapport aux Roms. Et puis l'instrumentalisation électorale de la plus modeste élection locale, jusqu'à la présidentielle, bien sûr, est généralisée, parfois complètement outrancière et souvent bien longtemps avant ces échéances. Quand une élection s'approche, là, hop, ça repart. Toute la propagande anti-Rome. Et notre région n'échappe pas à la règle. Le maire de Gardanne, lors des élections municipales de 2014, a bien failli y perdre son siège. Ça s'est joué à peu de choses près. Et puis il faut aussi se remémorer quelques déclarations absolument odieuses. Je ne vais en évoquer que 2, mais parce que là aussi la liste serait absolument interminable. Jean-Marie Le Pen, maître du genre, parlait à Nice en 2013 de la, je cite, présence urticante et odorante des Roms. Bon, il a été heureusement condamné pour ses propos. Mais alors, il y en a un autre qui a fait fort aussi. Un certain Franck Sinisi, qui est élu de Fontaine. Fontaine, c'est une ville de la périphérie grenobloise, et qui déclara en conseil municipal en février 2017, je cite, « Pour loger les Roms, je pense qu'il pourrait y avoir un autofinancement. La métropole devrait leur payer le dentiste afin de récupérer leurs dents en or. » Fermez les guillemets. Bon, il a été condamné fort heureusement, bien que ses avocats aient plaidé le trait d'humour. Ils ont osé. C'était un trait d'humour. Bon. Quelques mots sur les médias. On nous a déversé à longueur d'antenne et de colonnes, etc., des reportages ou des dossiers sur les nuisances, les comportements asociaux, les crimes et les délits des Roms. À Gardanne, la police et la gendarmerie, à différentes reprises, ont publiquement fait des mises au point
montrant qu'une certaine recrudescence, effectivement, des crimes et délits était en réalité le fait de bons Gardanais, si on peut dire, qui comptaient bien que leurs méfaits seraient mis sur le dos des Roms. Bon, alors pour en venir aux médias proprement parler, on a eu beaucoup de très bons et très honnêtes articles dans la presse nationale, Le Monde, Libé, Mediapart, à de nombreuses reprises, La Vie, France Inter et d'autres. Et également dans la PQR, la presse quotidienne régionale, La Marseillaise, La Provence, Mars Actu, Le Ravi, 20 minutes, Radio Dialogue, etc. J'en oublie, bon, qu'il me pardonne. Concernant aussi bien Gardanne que d'autres sites de la région, Marseille, Aix, Marignane, Vitrolles, Aubagne, Arles. Et vous pourrez voir du reste dans 2 gros classeurs qui sont là-bas sur la table à l'entrée, une compilation qui n'est pas exhaustive, mais enfin assez consistante quand même, d'articles de presse que nous avons collationnés depuis plusieurs années. Mais bon, pour chacun de ces articles honnêtes et documentés, d'autres foncièrement malveillants, sont totalement hypocrites, fleurissaient dans les médias, opposant en général l'honnête citoyen français au va-nu-pied dangereux qu'est, par définition, tout Rome. Et on se rappelle sans doute le dossier absolument ordurier de Valeurs Actuelles, en 2013, qui titrait à la une « Rome, l'overdose », en précisant tout sous-titre « Sondage, le ras-le-bol des Français ». Assistanat, délinquance, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Bon. Le patron du journal, Yves de Kerdel, récidiviste déjà en la matière, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, bon, comme les politiques que j'ai cités plus haut. Un mot de l'opinion publique. Alors, c'est un sujet très très compliqué, mais Moustapha va nous apporter des éclairages sur cet aspect des choses. Bon, l'opinion publique, elle évolue par définition très très lentement et le racisme anti-Rome, d'après plusieurs études récentes, reste en tête des différents racismes, anti-noirs, anti-juifs, anti-arabes, etc., en France. Mais quand même, la CNCDH, qui est la Commission nationale consultative des droits de l'homme, croit observer un léger recul de ce racisme spécifique depuis à peu près 2 ans. Mais ça reste à confirmer. Mais quand même, un exemple significatif de l'état de l'opinion. Au moment de la diffusion en janvier par France 3 Alpes-Provence du document dont vous avez vu un extrait, il y a eu un véritable flot, mais d'ordures, déversé sur la page Facebook de France 3, assorti d'insultes, de menaces de mort et de grossièretés qu'on ne peut même pas citer. Et puis il se trouve parfois, je dis bien parfois, que même des agents de l'État ou des collectivités, des collectivités ou bien des services publics même, sont un peu contaminés par cette propagande raciste et d'une certaine façon font payer aux Roms leur accès au droit commun. Enfin, c'est pas tous ces agents, loin de là, fort heureusement, et certains font au contraire preuve d'un dévouement et d'une écoute remarquable. Alors pour conclure, je dirais que la bataille de l'opinion n'est pas gagnée et que c'est un peu la raison pour laquelle notre collectif continue de se battre sur ce front, bon, comme en témoigne notre bouquin, mais qui n'est qu'une action parmi bien d'autres que nous essayons de conduire depuis toutes ces années. Caro Andréani, qui est un journaliste qui a beaucoup travaillé sur ces questions, souligne que les Roms ont très peu de relais d'opinion en France. Il écrit « Leur défense ne mobilise ni grands intellectuels, ni grandes figures du spectacle, ni responsables politiques de premier plan. Les Roms sont enfermés dans le rôle de victimes expiatoires dans une société de plus en plus crispée sur la délinquance, l'identité, la mise en concurrence des plus précaires. » Notre collectif, en toute immodestie, a la prétention de contribuer à réduire un petit peu, si peu que ce soit, les tensions sociales, interethniques, interculturelles, les préjugés, l'ignorance, et contribuer à faire comprendre petit à petit à l'opinion publique que ces immigrés, comme beaucoup le sont en Provence, particulièrement à Gardanne, mais pas seulement, sont leurs semblables, et qu'ils représentent une richesse, comme eux-mêmes l'ont fait en leur temps, lors de leur propre immigration. À Gardanne, on croit constater qu'à une forte hostilité de départ, très forte même, a succédé petit à petit une période un peu plus apaisée. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les Roms de Gardanne se fondent
peu à peu dans le paysage, si on peut dire. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai été raisonnablement long. Ça va ? Alors, je passe la parole à Marie-Véronique qui va aborder un autre aspect des choses. Ça va comme ça? Oui, c'est bon? Très bien. Bonsoir. Moi, je vais évoquer d'une manière plus factuelle la venue et la vie des familles roms à Gardanne pendant pratiquement 6 années, donc. Et je l'évoquerai en 3 temps. Il y a eu un temps assez intense qui a été l'urgence de l'installation de ces... Après, un temps qui a été la stabilisation, la vie sur ce qu'on peut appeler la place du Puy-Z. Et ensuite, l'envol de ces familles qui ont été logées dans le diffus et dans différents lieux du département, voire au-delà. Dans chacun de ces temps, nous retrouverons les grands axes de travail qui ont marqué le collectif au cours de ces années. Ces grands axes, ça a été à la fois un souci de l'installation de la vie quotidienne de ces familles, leur accès au droit, à l'emploi, à la formation, les questions de santé, la scolarisation des enfants, la communication sur cet accueil des familles roms et enfin l'articulation de la vie du collectif pendant tous ces moments. Ça, je vais essayer de prendre ces différents angles. Alors le premier temps, c'est celui de l'urgence. On part de rien, on a besoin les uns des autres, il faut inventer un collectif, il faut inventer un partenariat avec la ville de Gardanne, trouver des méthodes de travail, personne ne les a, ni la ville ni nous. Nous découvrons la culture rom, nous découvrons l'étendue des besoins de ces familles et nous devons aussi vaincre l'hostilité environnante qu'a évoquée Didier. Nous allons devoir apprendre à travailler ensemble, pas toujours rien. Instaurer des échanges avec les Roms malgré la barrière de la langue, puisque très peu parlent français. Instaurer des échanges entre nous et trouver des modes d'échange avec tous les autres acteurs de cet accueil. Sur tous les plans, il va falloir imaginer des solutions très vite et des solutions quotidiennes. Donc, si on prend dans ce premier temps l'installation des familles, la mairie va réaliser la sécurisation accélérée de la friche industrielle du Puy-Z, ce vieux carreau de la mine. Installation hâtive d'habitations de fortune, sont des tentes, des vieilles caravanes, des cabanes de briques et de broc, tissu, bois. 80 personnes adultes vont s'installer là. La répartition des rôles va être totalement empirique entre la mairie, les institutions et le collectif. Chacun va essayer de faire... Le CCAS va avoir une part très importante, le Centre communal d'action sociale, dans cette installation. La mairie de Gardanne va assurer l'adduction d'eau non potable par des vaches à eau, un système un peu de briques et de broc, et puis un accès plus éloigné à l'eau potable. Une installation électrique par un groupe électrogène qui sera mise sur le camp, des toilettes de chantier qui vont être mises aussitôt hors d'usage, en particulier par les enfants. Et un élément très important, une assistante sociale du CCAS va être détachée à l'accueil de ces familles. Elle va avoir un rôle primordial pendant toutes ces années. Les familles manquent de tout, ou presque. Les besoins sont criants, ils ne sont pas seulement matériels. Le collectif, présent au quotidien sur le terrain, va fournir des vêtements, des couvertures, les petits équipements minimums, des bouteilles de gaz, et va aussi écouter de multiples demandes et essayer de parer au plus pressé. La Fondation Abbé Pierre, l'ADAP 13, l'Empile, qui sont des organismes pour l'insertion par le logement, vont aider la ville à trouver des caravanes, des mobil-homes pour remplacer peu à peu les caravanes délabrées, les cabanes, les abris de fortune. Un cadre va être édicté par la mairie, la charte du Puy-Z. Elle va engager les parties en présence, la ville de Gardanne et les familles roms, sur plusieurs points. L'accent y est fortement mis sur l'obligation de scolarisation des enfants. Et pour cela, un arrêt de bus scolaire est mis en place par la ville de Gardanne au pied du Puy-Z. La charte comporte d'autres obligations
dont nous avons estimé certaines un peu discutables. On pourra y revenir ensuite. Une fois les familles donc installées, le collectif, la ville, le CCAS et son directeur, très investis dans cet accueil, ainsi que d'autres partenaires, vont travailler ensemble sur les 5 axes évoqués. La vie quotidienne. Comme je l'ai déjà dit, les besoins sont multiples, les questions nombreuses, la propreté, la sécurité, l'organisation de l'espace, la séparation de la ferraille et des habitations, pour des raisons de santé, pour des raisons de sécurité. Collectif et ville vont travailler ensemble à tout ça. La police municipale, en particulier à travers son chef, Christian Huck, va assurer une présence quasi quotidienne sur le camp. Présence vécue sans doute de manière positive, puisqu'un bébé rome qui est né au Puy-Z portera le prénom de Christian et le chef de la police sera son parrain. C'est pas rien. De nombreuses autres familles vont rapidement s'ajouter à ces 80 personnes, rendant la situation complètement ingérable et remettant en cause toute tentative d'accompagnement. Un arrêté d'expulsion va être pris et va obliger ces familles surnuméraires à quitter progressivement le camp. Ça a été une période difficile sur laquelle on pourra revenir. L'accès aux droits de ces familles. Il faut d'abord faire l'inventaire des papiers, ou plutôt l'inventaire de l'absence totale de papiers. Et puis après, assurer de multiples accompagnements auprès des administrations et des organismes pour faire valoir les droits minimums de ces familles, droits que souvent elles ignorent complètement. Les problèmes de santé à cette époque sont criants. Médecins du Monde, puis la PMI interviennent régulièrement sur le Puy-Z, commencent aussi à se mettre en place des accompagnements par les bénévoles auprès des praticiens et des établissements de santé. La scolarité. C'est impensable d'envoyer directement à l'école ces enfants qui n'ont jamais été scolarisés, qui ne tiennent pas 2 minutes sur une chaise. Si on les envoie comme ça dans des classes, c'est impensable. Donc tout un travail de préscolarisation va se faire sur le Puy-Z, avec des bénévoles, pour s'apprivoiser. Ça va être le premier temps. Et cet apprivoisement, ça sera aussi l'apprivoisement des adultes, à travers celui des enfants. Des activités régulières vont être mises en place, dessin, peinture, chant, musique, etc., foot, pour apprendre à ces enfants à vivre ensemble et à essayer déjà de tenir en place. Dans le même temps, un travail se fait avec l'Éducation nationale, le service scolarité, l'assistante sociale du Puy-Z, pour répartir les enfants dans les écoles de Gardanne, de façon à ce qu'il n'y ait pas dans une école un ghetto rome. Ça a été un grand souci permanent. Et donc, cette période de préscolarisation avançant, le matin, des bénévoles viennent réveiller les enfants et aussi les adultes avec du chocolat chaud, des biscuits, des lingettes, accompagner tout ce petit monde au bus qui les emmène à l'école. Pour nous, ce sont des premiers pas indispensables vers l'école. Mais ça peut ressembler aussi très fortement à une intrusion dans les familles. Et de quel droit ? Est-ce qu'elle est légitime ? Cette question va revenir fréquemment dans nos actions du collectif. Il va falloir vaincre aussi la peur de ces familles. Si on nous chasse pendant que les enfants sont à l'école, on les retrouve comment ? Et nos enfants à l'école, ils seront maltraités ? Et toutes ces questions-là, il va y avoir un long travail pour apprivoiser et pour faire comprendre à ces parents qui n'ont jamais été à l'école pour les 3/4 ce que peut apporter l'école à leurs enfants. Il va aussi falloir communiquer et vite par rapport à une population qui est souvent hostile à cet accueil. Dès les premières semaines, le collectif va s'attacher à communiquer vis-à-vis du grand public par divers moyens pour expliquer la présence des Roms à Gardanne, essayer de réduire les peurs et les préjugés. À cette période, la relation des bénévoles avec la population n'est pas toujours simple. Le travail du collectif va se construire dans la diversité, dans le respect mutuel, la délégation aussi, et tout ça va être au cœur non seulement du fonctionnement du collectif, mais de ses relations avec la ville et avec les différents partenaires. Donc, les familles, tant bien que mal, sont installées sur le Puy-Z, les choses se mettent en route doucement. Disons qu'on arrive à une stabilisation, à quelque chose de
plus tranquille. Le puisette vit. Certains vont le juger insalubre, estimant que les conditions de vie n'y sont pas décentes, qu'il serait finalement beaucoup mieux de remettre toutes ces familles à la rue. Ce serait beaucoup plus correct. D'autres, le collectif, la ville, les partenaires institutionnels, vont estimer que cette étape est nécessaire et forcément transitoire. Les familles roms vont pouvoir souffler. Pour elles et pour les enfants en particulier, c'est un temps de réparation et un temps de construction qui va durer pendant plus de 5 ans. Nous affirmons au collectif que notre travail ne consiste pas en un assistanat. Nous ne sommes pas là pour faire pour eux, nous sommes là pour faire avec eux, et nous réaffirmerons constamment ce principe au sein du collectif, même si la limite est souvent très ténue entre les deux. Il ne faut pas se faire d'illusions. La vie quotidienne au puisette va se transformer peu à peu. Toutes les familles ont maintenant des caravanes, des mobil-homes décents, au moins à l'abri de la pluie. La ville fait procéder au raccordement sur le réseau ERDF et améliore la distribution électrique. Un raccordement à l'eau de la ville est aussi réalisé. L'eau et l'électricité sont gratuites pour ces familles. Nous avons toujours pensé que ça n'était pas une bonne chose. C'est une erreur parce que peu à peu, les familles vont basculer dans ce que vivent chacun, c'est-à-dire payer son eau, son électricité, et ça ne les prépare pas vraiment à l'autonomie dans les appartements. Ça incite aussi au gaspillage. Des réunions régulières de coordination vont être mises en place avec le CCAS, la police municipale, la mission locale pour l'emploi, le service de scolarité, les Restos du Cœur, le collectif et d'autres partenaires. Ces réunions se tiendront régulièrement pendant tout le temps de l'existence du puisette. Et à l'initiative du collectif, des conseils de village vont être instaurés sur le puisette lui-même, avec un certain nombre de partenaires et avec les familles. La présence des familles roms au conseil de village a toujours été un peu aléatoire. Il faut être honnête. Alors, quelques petits flashs de cette vie quotidienne qui ont interrogé le collectif. Les demandes d'aide financière des familles. Elles ont été nombreuses, fréquentes. Elles ont toujours été débattues au sein du collectif. Quand il a été décidé d'apporter une aide financière par un prêt, on a toujours fait une reconnaissance de dette à rembourser. On peut quand même dire que les remboursements ont été très aléatoires. Et il y en a eu un petit peu. Une aide financière a été systématiquement accordée par le collectif aux hommes qui sont allés passer leur permis de conduire, parce qu'on estimait que c'était quelque chose d'essentiel, déjà dans la recherche d'un travail. Et quand les hommes avaient obtenu leur permis de conduire, le collectif a financé la moitié de leur permis de conduire. Le Secours catholique de Gardanne a prêté une clé de son local, parce que dans son local, il y avait une douche. Et donc, il y a eu un accompagnement des bénévoles pour emmener les familles à la douche. Sur 5 années, ça fait d'innombrables accompagnements. Alors, dans ces accompagnements, la difficile notion du temps. Notre temps et le temps des Roms n'est pas du tout le même. D'abord parce qu'on n'a pas les mêmes repères dans le temps. Beaucoup ne savent pas leur date de naissance, même si leur date de naissance, celle des enfants, ils ont des repères dans le temps, mais pas les mêmes. Donc, une bénévole a eu l'idée de fabriquer et d'offrir de très beaux calendriers à toutes les familles en 2013, avec des photos des enfants du puisette et puis des petites cases pour avoir des points de repère sur le temps. Et les bénévoles ont eu recours à divers stratagèmes pour les rendez-vous. On a fabriqué des petits formulaires avec des horloges et puis l'heure du rendez-vous. Et puis on passait la veille avec un post-it pour dire attention, demain. Et puis ben voilà, ça n'empêchera pas beaucoup de rendez-vous ratés et beaucoup de colère rentrée. Le don des vêtements. Les familles au début n'avaient rien. Le don des vêtements va être indispensable, au moins pour que les enfants puissent aller à l'école habillés correctement. Peu à peu, ce besoin va devenir bien moins nécessaire. Des besoins précis vont être satisfaits, mais source de tension, la distribution de vêtements va s'arrêter, parce que c'était vraiment trop compliqué. Peu à peu, les familles font leur démarche elles-mêmes pour s'inscrire au Resto du Cœur. Comme toutes les autres familles, elles rentrent dans le droit commun et il n'y a plus de dérogation. Au départ, toutes les familles ont eu accès au Resto du Cœur. Non, maintenant, ça rentre. Voilà.
Qu'en est-il maintenant de l'accès au droit, à l'emploi, à la formation? C'est un domaine compliqué. L'assistante sociale et les bénévoles accompagnent fréquemment les familles dans leur démarche. La préfecture, la MDS, les impôts, la sécurité sociale, l'URSSAF, Pôle emploi, le consulat de Roumanie, la banque, tout est à mettre en place. Il n'y a rien. Donc il faut tout construire. Les accompagnements vont être souvent source de tension, parce que la notion du temps n'est pas la même, que les rendez-vous sont ratés. C'est pas grave, on verra demain. Combien de fois avons-nous entendu cela? L'assistante sociale va nous aider à nous retrouver dans le maquis administratif, et une bénévole compétente en la matière va élaborer une brochure intitulée « Accès au droit, les démarches administratives ». Ça sera un peu la Bible de tous les accompagnants. Et ce travail qui va servir au collectif servira aussi à d'autres collectifs d'accueil des migrants. L'apprentissage du français, on a tout raté. Pour nous, c'était vraiment une clé d'accès à beaucoup de domaines, l'emploi, la formation. Des cours de français ont été mis en place au Puisaine pour les hommes, pour les femmes, et ça a échoué pour tous les deux. Voilà. Après, on pourra revenir sur le pourquoi de cet échec. Pour les ados entre 16 et 18 ans, il y en a quelques-uns, ils vont suivre une formation à la Maison de la Formation pour acquérir des bases lecture, calcul, écriture. Pour les hommes, le collectif va les aider à rédiger des CV qui vont essayer de reprendre un petit peu leur parcours. Quelques hommes vont intégrer des emplois en insertion. Certains obtiennent des contrats en CDD et plus rarement des CDI. Sur le Puisaide, une couturière professionnelle va initier les jeunes femmes qui le souhaitent à la couture. Durant cette formation, elles vont aussi apprendre le français. Elles pourront aussi fabriquer des petites choses qu'elles pourront vendre lors des fêtes et puis acquérir un certain nombre d'expériences. Voilà. Les questions de santé pendant tout ce temps vont rester importantes. Les consultations à la PMI, les soins dentaires, la contraception, presque tout se fait maintenant en ville. Il n'y a plus rien sur le Puisaine. La présence à Gardanne d'une médecin roumaine bienveillante facilite grandement les choses. Elle permet de dédramatiser les situations, de réduire certaines peurs, et les familles y vont assez spontanément. À l'initiative du collectif, des interventions d'information, de prévention sanitaire vont être mises en place. L'hygiène bucco-dentaire, les premiers soins, l'hygiène générale et alimentaire. La question de l'hygiène alimentaire déséquilibrée, l'alimentation déséquilibrée qui est liée à la précarité, c'est pas forcément lié aux Roms, mais cette question n'a pas beaucoup évolué. Là aussi, on n'a pas bien su. La santé, cela touche aussi à la question de la contraception, par là même à celle de la maternité de très très jeunes femmes. Et par extension, au mariage de ces très jeunes filles, 13-14 ans. Cela a beaucoup fait débat au sein du collectif, avec les partenaires du CCAS, de la PMI. Il faudra sans doute encore pas mal de temps pour que la condition des femmes roms bouge. Il ne faut pas oublier combien de temps on a mis, nous, pour faire bouger la nôtre. On leur demande parfois des choses un peu rapides. Les enfants vont maintenant, on va pas un petit peu, la santé, la scolarisation. Les enfants vont tous à l'école. Ils prennent le bus tout seuls. Il y a assez peu d'absentéisme. Une réunion par trimestre se tient au service scolarité de la ville, avec les directeurs d'école qui reçoivent des enfants roms, des éducateurs, l'assistante sociale et des représentants du collectif. Et ça aussi, sur la durée. Ça a duré pendant toutes les années où les familles roms étaient là. Pour certains enfants, des équipes de suivi pédagogique vont se mettre en place dans les écoles. Le travail du collectif, ça va être d'une part de participer à ces réunions, mais surtout d'y amener les parents pour qu'ils soient là aussi. Et tous les enfants bénéficient d'un soutien scolaire qui est assuré sur le Puisaide, soit dans les caravanes, soit dans des petits locaux qui ont été aménagés dans un ancien immeuble sur le Puisaide. Je vais y arriver. Des activités régulières se poursuivent en direction des enfants, le mercredi pendant les vacances, des sorties à la mer, des sorties à la neige, la médiathèque qui est d'abord venue sur le Puisaide. Ensuite, on a emmené les familles à la médiathèque et maintenant, il y en a qui y vont tout seuls. Beaucoup de choses ont été faites, d'une part pour éveiller les enfants roms, mais aussi pour qu'ils soient avec d'autres enfants dans ces activités. Le travail de communication
pendant ce temps, va continuer. Le collectif va proposer des débats publics, des apéritifs avec les voisins, la participation des familles roms à Art et Festins du Monde, qui est une grande manifestation publique sur Gardanne, une participation des familles roms au débat du festival du cinéma éco-citoyen, des rencontres avec des lycéens où vont participer des femmes roms. Le collectif va aussi proposer une grande manifestation, tous en fête avec les Roms, en juin 2016. 800 personnes vont passer à la fête. Et c'était vraiment pour nous l'envie de faire connaître les Roms autrement que dans un aspect un peu misérabiliste. De nombreux articles vont paraître aussi dans la presse. Didier en a déjà parlé, ce n'est pas la peine de le préciser plus. Et le collectif, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps ? D'abord, complètement informel, il s'est constitué en association avec un fonctionnement collégial. Et pendant 5 ans, nous nous sommes réunis toutes les 2 ou 3 semaines. Toutes ces réunions étaient suivies d'un compte-rendu systématique envoyé à tous les sympathisants. Ça a permis de maintenir constamment un lien et de permettre à des personnes de manière beaucoup plus sporadique d'intervenir pour une raison ou un besoin ou un autre. Les membres du collectif vont être à la fois liés, autonomes. Il y a eu une grande confiance entre nous, une absence de jugement, un soutien dans les situations souvent difficiles. Et quand il y en a un qui disait « moi j'en ai vraiment jusque-là, je n'y vais plus », il y en a un autre qui disait « bon, bah, allez, moi je prends le relais ». Et ça a été très important. Et je pense que c'est ce qui nous a permis de tenir dans la durée, parce qu'il fallait durer pendant 5 ou 6 ans. Les bénévoles peuvent aussi se recommander du collectif, qui a été reconnu par beaucoup d'institutions comme un véritable partenaire. Et la complémentarité entre les membres du collectif et de travailleurs sociaux va peu à peu se préciser sur le terrain. Elle est souvent restée très floue pour les familles, il ne faut pas se faire d'illusions, mais la définition du champ d'intervention de chacun va peu à peu se préciser. Voilà pour ces 5 années. C'est un parcours un peu rapide. On arrive d'une certaine manière en fin de parcours, puisque en 2016, à l'été 2016, la décision est prise par la municipalité de fermer le Puy-Z. Donc, l'accompagnement va prendre une toute autre forme, puisque les familles vont être dispersées. Pour certains membres du collectif, c'est aussi une séparation d'avec ces familles que certains voyaient quasiment quotidiennement. Et c'est pas rien. Les familles vont s'installer ailleurs, plus ou moins loin. Beaucoup sont sur Marseille, Les Pennes, Mirabeau, Aix-en-Provence. Une famille est en Lozère. Et un certain nombre de familles sont aussi sur Gardanne. Différents canaux d'attribution des logements vont intervenir. La ville de Gardanne, la préfecture, des bailleurs sociaux, de familles, pour des raisons qui leur appartiennent, vont retourner sur un bidonville à Marseille. Plusieurs partenaires associatifs, la Fondation Abbé Pierre, Emmaüs, la ressourcerie de Gardanne, des dons des bénévoles, vont permettre à ces familles qui n'avaient pas grand-chose dans les caravanes et les mobile homes de s'installer dans de vrais appartements. Le logement, c'est bien, c'est une dignité retrouvée. C'est aussi pour chaque famille un passage difficile, parce que sur le Puy-Z, on était tous ensemble. Là, on est tout seul, loin des autres, de ceux avec qui on était proches quotidiennement. On ne peut plus faire de la ferraille. On ne fait pas de la ferraille au pied des immeubles. Les enfants qui pouvaient courir partout, qui avaient un espace quasiment illimité, se retrouvent enfermés dans des petits logements. Donc ça suppose des relations avec les voisins qui sont à peaufiner au fil du temps. Et puis toutes les charges, le loyer, l'électricité, l'eau, vont incomber aux familles. Et tout ça, c'est un passage difficile. Donc, il va falloir l'accompagner. Les familles vont rentrer dans le droit commun. Leur suivi social, maintenant, va être assuré par les MDS, par les travailleurs sociaux des lieux qu'elles habitent. Et le collectif va souvent servir de relais par rapport à ces familles. Mais introduire pour disparaître. Parce qu'après, il y a aussi un ressenti de concurrence avec les travailleurs sociaux qui peut être compliqué. Donc le rôle du collectif, c'est vraiment de savoir à un moment là disparaître. Quand
quand on sent que les relais sont pris. Les familles vont être plus autonomes dans les prises de rendez-vous. Elles commencent à conserver les papiers, ce qui est énorme. Parce qu'au début, on fait les papiers, on fait des carnets de santé, et puis on jette tout, parce que ça n'a pas grande importance, ces papiers. Donc on recommence tout. Là, vraiment, il y a un progrès dans les familles qui vont commencer à ranger, à garder tous ces papiers. Certaines familles vont effectuer directement les démarches, comme les inscriptions de leurs enfants à l'école, par exemple. Les hommes, maintenant, savent s'inscrire à Pôle emploi, actualiser leur situation, malgré le tout informatique qui n'est pas toujours simple. J'avoue qu'au niveau du collectif, on n'a pas toujours pris la mesure de la méconnaissance des institutions par ces familles. On a souvent pris pour acquises ou évidentes des connaissances qu'elles n'avaient pas du tout. Comment fonctionne une mairie, comment fonctionne un département. Enfin, nous, ça nous paraît tellement évident tout ça. Et on n'a souvent pas pris la mesure de ces... Oui, il y a encore. Bon. Bon, dans le domaine de la santé, les accompagnements vont complètement disparaître et les familles vont se prendre complètement en charge. Il va parfois rester des petits rappels ou des explications dont les familles vont avoir besoin. Sur le plan de la scolarité des enfants, les bénévoles vont continuer à assurer un lien avec les enseignants dans les différentes écoles. Par exemple, expliquer que ces enfants ont été complètement déscolarisés, pour certains, jusqu'à 10-12 ans. Donc, il va y avoir simplement un petit relais de fait par les bénévoles. Le soutien scolaire dans les familles continue encore aujourd'hui, et aussi la recherche de relais pour que ce soutien scolaire soit fait soit dans les écoles, soit par des associations à côté. Plus que jamais, il me semble évident que l'école est un facteur fondamental d'intégration, non seulement pour les apprentissages, mais aussi grâce aux multiples activités périscolaires, les sorties, les participations aux activités culturelles, l'invitation aux anniversaires chez les petits copains. Tout ça, ça se fait par l'école, et c'est énorme. La vie du collectif, bien sûr, va se transformer, elle va se recentrer sur le travail intercollectif, en particulier l'interpellation des pouvoirs publics, l'État notamment, tout en tentant d'établir avec ces mêmes pouvoirs publics une coopération constructive. Nous avons souhaité faire un travail de mémoire du Puisait, Didier en a parlé à propos du livre. On a fait aussi tout un travail de mémoire avec les enfants, avec un petit livre qu'on a fabriqué avec eux, qui s'appelle « Les minots du Puisait », et qui représente un petit peu tout ce qu'on a vécu ensemble avec les enfants, qu'on a retracé avec eux. Et bon, je pense que si on avait besoin de ça, c'était aussi pour se dire que ce qui a été possible à Gardanne, c'est vraiment possible ailleurs. On n'a rien fait d'extraordinaire. S'il fallait conclure cette expérience, il nous a semblé nécessaire, parce qu'on s'est trouvé face à des questions vraiment difficiles, de mettre en place un travail sur la complexité du rapport à l'autre. On a été aidé en cela par Marie-Laure Cadar, qui doit être par là, un médecin et anthropologue, et qui nous a aidés à réfléchir sur toute cette question des chocs culturels. Parce que des années de confrontation à la culture rome et à la culture de la précarité ont vraiment soulevé, pour nous, des questions difficiles. Nous avons parfois du mal à comprendre les allers-retours prolongés en Roumanie, qui entraînent la mise en échec d'un CDI. Vous avez mis des mois à mettre en place un CDI, la personne part et elle part pour 3 mois, en vous disant « je pars 2 jours ». Et bien évidemment, le patron, il ne l'attendait pas au retour. Des questions aussi de remise en question. On mesure bien la nécessité de ces voyages pour les familles. C'est le maintien de leurs liens familiaux, c'est le maintien d'un lien avec leurs racines. Et puis on vit mal ce que ça met en échec, l'abandon d'un logement, l'interruption d'une scolarité qui se passait bien. Essayer de comprendre que ce qui est grave pour nous, c'est pas grave pour eux, ou inversement, ce qui est pas grave pour eux, c'est un peu grave pour... Enfin bref, tous ces événements nous ont vraiment souvent déstabilisés, et la réflexion collective, et aussi celle menée avec un tiers, nous a aidé à prendre du recul par rapport à ces situations complexes. Et on peut noter une certaine lassitude des bénévoles sur 5 ou 6 ans. Malgré cette lassitude qui s'est fait jour au fil du temps, les accompagnements continuent et le collectif reste pour chacun de nous une référence et un soutien nécessaire. La population gardanaise semble moins hostile, Didier l'a dit, les Roms qui habitent Gardanne se fondent
un tout petit peu dans le paysage, parce qu'elles ont toujours leur grande robe qui ne passe pas inaperçue. Ce qui est remarquable à plus d'un titre, pour moi, c'est la véritable collaboration, avec ses aléas, c'est sûr, hein, mais collaboration qui s'est établie entre la ville, les institutions locales et le collectif. Ça, pour moi, c'est vraiment un travail exemplaire. Si c'était à refaire, je pense que sur le fond, nous ne changerions rien du tout. Par contre, nous tâtonnerions sans doute un peu moins, parce qu'on a vraiment pataugé. Nous serions peut-être un peu moins maladroits, fort de ce que nous nous sommes mutuellement appris entre les partenaires institutionnels, les familles roms et les bénévoles. Voilà. Alors, on va faire passer le micro. Voilà. Ouais, le pied est lourd, c'est bien comme ça, il est stable. Alors merci au collectif de m'avoir invité, parce que ce que je vais vous proposer, c'est moins parler des Roms parce qu'ils en parlent très bien et puis qu'ils connaissent l'expérience, mais c'est plutôt de parler des non-Roms qui étaient à Gardanne, et donc d'essayer de voir avec vous ce que le regard qu'on a porté sur le Rom dit de nous. Et je pense que la vraie question, elle est là, parce que lorsqu'on dit la question Rome, la question juive, la question noire, non, c'est la question de la démocratie, c'est la question de nos valeurs, c'est la question de nos fonctionnements. C'est comme ça que je vois les choses. Et depuis qu'on s'est vu avec Didier, entre-temps, je mène une enquête dans le cadre du CNRS sur la question des réfugiés. J'ai eu l'occasion de visiter des camps au Liban, des camps en Jordanie, des camps au Sahel, un peu partout. Et je dirais que le point commun entre toutes ces populations pauvres, ces populations qui représentent un peu l'altérité radicale, c'est l'encampement. C'est des gens qu'on met dans des camps, soit en plein désert, pour le cas de la Jordanie, où les Syriens, une ville de 80 000 habitants, a poussé en plein désert, c'est-à-dire sans eau ni rien, pas de transport. C'est les camps au Liban, où les gens sont enfermés, ne peuvent pas sortir. C'est les camps entre frontières algériennes, sud du Maroc, Mauritanie, sud. Donc on retrouve cet élément. Et au fond, ce qui m'a intéressé dans l'expérience gardanaise, parce qu'à l'époque j'étais adjoint à la culture de la ville, et je dirais que l'expérience Rome m'a fait comprendre moins rapidement qu'il ne fallait pas que je continue en politique et que je ne serais pas utile dans ce domaine-là et qu'il fallait en partir. Je ne dis pas ça en plaisantant, c'est pour moi, ça a été une véritable expérience, parce que là on voit un peu où on peut se sentir utile, là où on peut être efficace et là où on n'est pas efficace. Et à cette époque, moi j'ai vu que clairement je n'avais aucune efficacité dans le domaine politique et qu'il fallait en chercher. D'autres ont eu cette efficacité, moi je ne l'ai pas eu. Ce n'est pas une règle générale, je parle pour mon expérience propre. Donc sur ce qui a été fait, ce qui a été dit sur cet accueil Rome, alors évidemment plusieurs questions se sont posées, et l'accueil a été à la fois un choix politique et un non-choix politique, parce que les choses ont été plus compliquées. Et je dirais que le jour où ces 80 personnes sont arrivées dans une ville de 20 000 habitants, d'accord, on est sur 80 personnes qui arrivent dans une ville de 20 000 habitants. On n'a pas affaire à l'arrivée massive, comme on peut en parler. C'est important d'avoir un peu le rapport démographique. Mais pendant plusieurs mois, la centralité de la vie de cette ville allait se déplacer vers le Puy-Z. Et quand je dis centralité, c'est-à-dire l'ensemble des débats politiques, l'ensemble des enjeux locaux se sont décentrés vers le Puy-Z, et la municipalité, les associations, la population, on a eu droit pendant plusieurs mois d'un débat sur ces 80 personnes qui venaient. Voyez, et dans ce qui a été présenté, on voit bien que le problème, ce n'est pas la capacité à faire, parce que des citoyens qui n'avaient jamais été travailleurs sociaux, qui n'avaient jamais travaillé dans ce domaine, se sont mobilisés. Au bout du compte, les choses ont été faites. Donc, ce n'est pas l'incapacité à gérer cette situation de crise, ce n'est pas l'incapacité à intégrer, ce n'est pas l'incapacité à apporter des moyens, c'est vraiment l'incapacité à accepter l'autre. Et là, on a affaire à cette figure, c'est-à-dire lorsqu'on a des représentants de l'altérité radicale. Alors, ce que j'entends par altérité radicale, parce que souvent on dit que ce sont des gens qui ne sont pas la même culture, des cultures différentes, mais il y a une gradation là-dedans, parce qu'on peut estimer que quelqu'un a une culture différente de la nôtre, sans estimer que cette différence culturelle puisse être hiérarchisée ou poser problème. La différence avec les Roms et d'autres populations dont le racisme envers eux est extrêmement fort, c'est de penser que leur culture est une nuisance pour nous. Et donc tout est défini comme nuisance. Et pour la question des Roms, il y a l'idée que la culture Rome est une nuisance, parce que ce qu'on a comme regard de la culture Rome, c'est évidemment pas la culture au sens historique tel qu'il la développe, c'est le fait de la mendicité,
C'est le fait du vol, c'est le fait d'un certain nombre de préjugés que nous avons développés pendant plusieurs siècles et auxquels on finit par croire nous-mêmes. Parce que c'est ça dont il est question. C'est-à-dire qu'on a développé dans nos sociétés des formes de vision de l'autre qu'on finit par penser réelles ou vraies. Et on finit par se faire avoir par nos propres ignorances sur certains éléments. Ça me fait penser un peu, quelque part, au racisme anti-noir. Lorsque je pose la question sur l'Afrique, il y a l'idée que l'Afrique, il ne s'est pas passé grand-chose en Afrique noire, qu'il n'y a pas de culture, pas d'histoire, ainsi de suite. Et puis lorsqu'on s'y intéresse, on voit par exemple que la plus grande muraille, elle n'est pas en Chine, mais elle a été construite au Bénin, ainsi de suite. Donc on pourrait développer, mais il y a très peu de travaux historiques, comme sur les Roms, sur la question d'Afrique noire, comme il y a très peu d'éléments de connaissance. Et donc sur les Roms, on souffre non pas je dirais de vie avec eux ou de nuisance, mais on souffre d'ignorance dans laquelle nous avons été éduqués sur cette question. Parce que pour être ignorant, ça demande des efforts et de l'éducation. Et sur la question des Roms, je pense qu'il y a une forme d'éducation à l'ignorance sur certaines populations, parce qu'on laisse faire. Quand je dis éducation à l'ignorance, c'est qu'on leur accorde aucun élément, comme ça a été rappelé, pas de travaux historiques, très peu de travaux archéologiques, très peu de connaissances d'ordre scientifique sur cette population. C'est ça l'ignorance. C'est lorsqu'on construit une méconnaissance totale et qu'on renvoie une population, un peuple, dans l'invisibilité. Voyez, et si vous faites un peu le tour, il y a très peu de populations sur lesquelles on a une invisibilité totale, pas de connaissances historiques, ainsi de suite. Donc on a comme ça quelques populations qui représentent l'altérité radicale, et pour moi les Roms sont les représentants de cette figure de l'altérité radicale. Alors quand ils sont arrivés, alors le choix a été politique et pas politique, je dirais que de cette manière, c'est-à-dire que tous les clivages politiques sur la ville de Gardanne ont explosé. Alors, on n'a pas eu le clivage pro-Rome, gens de gauche, anti-Rome, gens de droite. Ça n'a pas fonctionné comme ça. Ça n'a pas fonctionné comme ça, parce qu'on a eu des gens qui étaient à gauche qui se sont retrouvés anti-Rome, des gens qui étaient classés à droite localement qui se sont retrouvés à défendre l'accueil des Roms. Et lorsque on a suivi les débats en interne, dans la municipalité, au sein même de la majorité, on a eu deux positions dans l'accueil pour Rome. Et dans cette position dans l'accueil pour Rome, il y a une position pour l'accueil qui était une position basée sur des valeurs, je dirais, d'ouverture, basée sur des valeurs au sens large humaniste, et d'autres positions de l'accueil pour Rome qui étaient plus des choix politiques en termes stratégiques. Il y a des gens qui ont dit, bon, étant estampillé à gauche, on a l'opposition qui est contre l'accueil Rome, donc on ne peut pas faire autre chose que d'accueillir les Roms. Donc on a eu cette position. Alors tant mieux, elle a profité à l'accueil pour certains, mais ce n'était pas une position d'acceptation. D'accord ? Parce que dans les débats internes, elle va jouer sur la suite. Et je reviendrai. L'autre position qui a joué pour l'accueil, je dirais, c'est valeur humaniste. Je prends comme exemple le maire de Gardanne, qui n'a pas accepté cet accueil par des grandes valeurs politiques. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de valeur politique chez lui, mais le maire de Gardanne, s'il a un peu poussé et repoussé les délais de départ, c'est principalement par rapport à l'individu et à sa propre histoire. Parce qu'on avait affaire à une génération de quelqu'un qui avait vécu la Seconde Guerre mondiale, qui était lui-même passé par le placement familial au sein d'institutions comme la DAS, non pas parce qu'il avait perdu ses parents, mais parce qu'à l'époque, beaucoup de parents qui étaient pauvres plaçaient leurs enfants auprès des institutions pour qu'ils puissent manger. Donc il avait dans son corps et dans sa chair l'histoire de la marginalisation. Et c'est ça qui a agi. Et ce qui a agi, ce n'est pas les débats que vous avez eus avec lui à la mairie, c'est le jour où il s'est pointé sur le site et qu'il a été pris par la main par un enfant rome. Et là, il y a eu projection, que de retour. Alors pourquoi je dis cela ? Je ne dis pas ça sous forme d'anecdote. C'est simplement pour dire que ce n'est pas simplement le choix politique à jouer là, mais ce qui a joué, ce sont les histoires individuelles. Et moi, j'ai bien vu l'effet générationnel. Alors, entre cette génération d'élus politiques qui avaient vécu un certain nombre d'événements historiques, et puis les autres générations qui étaient pour certaines pour l'accueil, mais qui n'étaient pas sur le même positionnement dans ces questions. Et c'est un élément important parce que ça va jouer sur la suite. Alors, quand je dis les clivages politiques ont volé en éclats, lorsqu'on regarde les anti-Roms et les pro-Roms, ce qui était intéressant, par exemple, de voir dans les pro-Roms, on avait deux types de populations qui s'est investies soit dans le collectif, soit qui étaient sympathisantes. On avait d'une part ceux qui se réclamaient républicains, des gens de droite qui se proclamaient gaullistes en disant le gaullisme c'est du social, ainsi de suite, et qui étaient sur cette posture. On avait des gens qui étaient de gauche et qui se proclamaient républicains là aussi et qui ont milité pour l'accueil. Et puis on avait une autre partie de gens que je classerais moi comme des formes d'universalistes. Et quand j'ai universaliste, soit dans une vision politique d'universalisme, c'est-à-dire d'égalité des citoyens et de droits de l'homme, et puis d'autres formes d'universalisme qui étaient religieux. Beaucoup de militants chrétiens se sont investis et ont été porteurs. C'est une forme d'universalisme religieux. Donc on a différents types de populations qui se sont investis
pour l'accueil des Roms. Et lorsqu'on observe ceux qui se sont investis de manière quotidienne, on retrouve principalement les universalistes. Parmi les républicains, ce sont des soutiens, des sympathisants, mais ils étaient moins impliqués dans le collectif Rom. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des éléments importants pour comprendre sur une petite ville qui peut être représentative du climat actuel de la société française. Donc on a eu cet investissement, ces gens qui vont s'investir à différents niveaux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les débats qui vont suivre par la suite, très vite, en réalité, même s'il y a accueil, très vite, la position des anti-Roms va être victorieuse. Et elle sera victorieuse non pas dans le fait qu'on va reconduire les Roms à l'extérieur, mais elle sera victorieuse dans la capacité et la pression qu'elle va exercer sur ceux qui étaient pour l'accueil. Et le collectif Rom, comme la municipalité, seront prises en réalité pendant tout cet accueil sur cette pression qui va s'exercer au quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est de ne pas voir, c'est pas simplement de regarder les gens qui étaient d'extrême droite et qui manifestaient contre l'accueil Rom, c'est de voir comment les gens qui étaient pro-Rom vont intérioriser quelque part cette pression. On est devenu quelque part le relais de cette pression que va exercer une partie de l'extrême droite et une partie des gens anti-Roms. Et cette intériorisation va se faire, y compris dans notre manière d'accompagner les Roms. Et ça, c'est un élément important parce que quand je dis cela, je mets l'ensemble. Vous voyez, on a tout à l'heure cité le chef de la police municipale qui avait un très bon contact avec les Roms. Néanmoins, la municipalité a désigné le chef de la police municipale comme responsable du camp Rom. On n'a pas d'autres équivalents, on a d'autres territoires dans la ville de Gardanne avec d'autres problèmes sociaux et ainsi de suite. En général, on envoie des assistantes sociales, des éducateurs, des élus à la question économique. On n'envoie pas le chef de la police municipale gérer les questions d'ordre social. Et pourquoi cela a été fait? C'était quelque part pour donner le gage, pas simplement aux Roms, mais pour donner le gage aux anti-Roms que l'accueil qui va se faire allait se faire avec des conditions extrêmement sévères et qu'on allait regarder ce qui se passe. Et c'est cette pression qui va s'exercer, et c'est cette pression qui s'exerce actuellement sur la conception et la pensée même de ceux qui sont un peu universalistes et qui sont pour l'ouverture, qu'elle soit à l'échelle européenne ou à l'échelle internationale. On est aujourd'hui sous cette pression-là, c'est-à-dire que l'ensemble de notre capacité à voir l'ouverture, elle se fait en fonction de ceux qui prônent la fermeture. Et donc on a adapté quelque part le discours en se disant bon, je ne vais pas aller trop loin parce que sinon ça va être provocateur, je vais exagérer. Et en fait, on construit de cette manière-là un débat qui est déjà un peu biaisé, ou en tout cas on construit une forme d'action dont les effets sont de fait cantonnés dans cet espace-là. Et donc on va avoir un exercice de la pression extrêmement important, et lorsqu'on regarde, non seulement au niveau de l'opinion publique, alors évidemment Didier l'a abordé, la pression va s'exercer de manière quasi quotidienne. Et quand elle va s'exercer de manière quasi quotidienne, elle va passer à la fois par des rumeurs qui seront extrêmement fortes. Alors on peut ne pas y accorder de l'importance. Vous voyez, on a eu une pétition qui a été lancée parce que les canards du lac avaient été mangés par les Roms. Vous voyez, on était en période de migration, par exemple. Les canards sont partis. Donc, pétition signée par des gens représentants politiques. Vous voyez, on n'a pas affaire à une pétition de farfelus. C'est-à-dire que des gens ont mis leur nom sous une pétition pour dénoncer le fait que les canards du lac avaient disparu et que donc, par conséquent, ils avaient été forcément mangés par les Roms. Et ce sont des choses qui ont circulé. Alors, c'est vrai que ça peut prêter et ça peut nous faire sourire, mais d'autres rumeurs sont arrivées. Vous voyez, j'ai en tête un jour où on a reçu des coups de téléphone à la municipalité en disant qu'il y avait des disparitions d'enfants dans certains quartiers. Et que ces enfants, il y avait certainement des Roms qu'on avait vu traîner. Donc, ce sont le type de rumeurs qui peuvent déclencher des violences extrêmement fortes. Si vous ne les arrêtez pas rapidement, s'il n'y a pas d'intervention, vous êtes à Aigues-Mortes 1893, au pas loin. Donc, on a frôlé à plusieurs reprises au niveau de la commune des incidents extrêmement violents par ce type de pression. Donc, cette pression qui s'exerçait de manière quotidienne va impacter la manière d'accueillir les Roms et la manière de les accompagner. Parmi cet impact, il y a la fameuse charte qui va être mise en place. Et on va mettre une charte. C'est la seule population à qui on va appliquer une charte d'intégration. C'est-à-dire les autres populations qui sont en situation de pauvreté avec lesquelles, je dirais, sur la ville de Gardanne, on avait les mêmes difficultés. La question de la déscolarisation qui a été abordée, la question du rapport égalité homme-femme, un certain nombre de questions, on les retrouve dans plusieurs territoires de la ville. Et on n'applique pas pour autant une charte à toutes les bénéficiaires des prestations sociales qui venaient à la ville dans les services sociaux. Là, sur les Roms, on va appliquer la charte. Alors, je dirais que cette charte, elle va servir de guide, elle va permettre au collectif d'avoir un horizon, elle aura un effet positif, mais en même temps, cette charte, elle est porteuse d'un poids symbolique. C'est-à-dire qu'on est sur l'idée qu'on demande aux Roms de signer la vertu
ou en tout cas la vertu de leur comportement en échange de leur acceptation. Et c'est ça qu'on va mettre en place d'une certaine manière. C'est dans ce sens-là que je dis la pression des anti-accueils va s'exercer dans la manière d'accompagner. Alors, lorsqu'on regarde dans le détail, il y avait des articles intéressants dans cette charte, notamment un des articles qui expliquait que les Roms devaient respecter les coutumes gardanaises. Et quand vous prenez les coutumes gardanaises, c'est compliqué à dire. Qu'est-ce que c'est qu'une coutume locale ? Et ce qui était intéressant de voir que dans les populations, l'ancien clivage extrême droite, population étrangère s'est déplacé, où une partie des populations qui étaient classées avant l'arrivée des Roms comme étrangères se sont retrouvées dans l'identité nationale. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut passer d'étranger à national très vite en fonction du dernier arrivé. Et donc, cette question, elle n'est pas, l'identité n'est pas une question immuable, on peut changer. Il suffit simplement de trouver encore quelqu'un de plus inférieur pour que celui qui l'était auparavant intègre le groupe. Donc, vont se déclencher un certain nombre d'éléments d'infériorisation des Roms, de rumeurs qui vont avoir une importance importante sur les pratiques. Et ça va mettre sous pression les travailleurs sociaux, parce que les travailleurs sociaux, il va falloir qu'ils démontrent deux choses. D'abord, qu'ils accompagnent les Roms, et ensuite qu'ils démontrent l'efficacité de leur accompagnement. Et ceci, le faire tous les jours. Voyez. Et donc, on a, sur la ville de Gardanne, beaucoup de gens qui étaient proches de la municipalité vont s'auto-saisir de ce rôle. Vont s'auto-saisir de ce rôle, de faire en sorte que la municipalité ne soit pas mise en difficulté par un comportement des Roms qui seraient déviants, ainsi de suite. Donc on avait en permanence une espèce de mise sous surveillance des 80 personnes qui étaient dans le camp Rom. Alors dès qu'il y avait un déplacement entre leur camp et un supermarché, on le savait de manière instantanée parce que quelqu'un téléphonait à la mairie en disant « Je viens de voir les Roms à Lidl, je viens de voir les Roms au Super U ». Et c'était des gens qui étaient proches de la municipalité, ce n'étaient pas des antis. Voyez, néanmoins, on a mis en place, ou en tout cas s'est mis en place, un système de surveillance où les gens se sont autosaisis. Et donc, on a mis sous pression ces populations qui, pendant longtemps, ont été invisibles. Elles vont devenir extrêmement visibles. Et le moindre déplacement sera cartographié par l'ensemble de la population. D'accord ? Et donc, vont se développer cette pression qui va s'exercer sur le collectif Rom, qui va s'exercer sur les enseignants, qui va s'exercer sur les travailleurs sociaux, qui auront l'obligation de montrer tous les jours que l'accueil fonctionne et que les gens sont intégrés. Et quelque part, on va demander à ce que les Roms soient plus vertueux que tout le reste de la population. Et là, on retrouve des vieux classiques qu'on estime, ou en tout cas, on a toujours fait en sorte que le pauvre fasse preuve de vertu beaucoup plus que celui qui ne l'est pas. Celui qui reçoit la charité doit montrer qu'il la mérite. Et on va retrouver cet élément de manière encore plus renforcée, alors qu'on va être en permanence à chaque action de dire on fait ça pour les Roms, mais on demande ça en échange. On fait ça, on demande ça en échange. Alors, on pourrait se dire c'est pas scandaleux de demander l'échange. Ce qui était qui pouvait interpeller, c'est le fait que c'était la seule population à qui on demandait cet échange. C'est-à-dire qu'on ne demandait pas aux autres, mais c'était les seuls à qui on demandait à ce qu'il y ait un respect de l'égalité homme-femme. Vous voyez, j'ai été dans le service social à Gardanne et je sais les violences conjugales qui étaient importantes dans la ville. Pourtant, pour les Roms, le moindre écart à ce niveau-là faisait ou devenait un fait divers. Vous voyez, même chose, le moindre Rom qui avait commis un vol devenait, ou en tout cas faisait l'objet d'un fait divers. Si on prend la population gardanaise, sur un certain nombre de milliers de personnes, de fait, on a des gens qui vont commettre des actes délinquants, ainsi de suite. Là, rien n'était accepté. C'est un peu comme lorsqu'on a un rapport avec les SDF et à qui on donne une pièce et à qui on souhaite que la pièce, ils s'en servent pour aller acheter un livre et pas une bouteille d'alcool. Alors, quand vous êtes dans la rue, ben oui... Si on vous donne une pièce, vous allez acheter une bouteille d'alcool. Donc, on attendait un peu la même chose de la part des Roms. Je dirais que la pression qu'on a exercée sur le collectif a été une pression extrêmement importante dans le sens où, quelque part, et en tout cas moi j'interprète de cette manière-là, elle a empêché certaines actions d'aboutir parce qu'elle ne permettait pas au collectif d'avoir le temps de la réussite de certaines actions. Il fallait montrer la preuve de l'efficacité rapidement, sinon tout de suite on était suspecté de faire plus pour les Roms que pour le reste de la population. Et c'est comme ça qu'on a eu un tas de choses qui se sont développées avec, pendant la campagne électorale, l'idée que la municipalité payait des caddies gratuits de courses aux Roms, alors qu'en réalité les Roms faisaient leurs courses et les payaient. Et on se retrouvait dans une espèce de mélange politique. Et là c'était intéressant parce qu'on a vu, en tout cas moi j'ai pu percevoir, dans cette explosion des clivages politiques, l'affaiblissement du corps politique local. C'est-à-dire l'incapacité à tenir des positions, l'incapacité à tenir un certain nombre de lignes ou de discours sur certaines choses, parce qu'on pouvait très bien avoir des gens qui étaient dans le collectif Rom la journée, et puis le soir, dans la réunion du meeting, de la personne qui dénonçait la présence des Roms à Gardanne, ou inversement, d'autres personnes qui étaient, elles, dans le meeting avec la municipalité qui était pour l'accueil des Roms, et qui elles-mêmes étaient contre l'accueil des Roms. Donc vous voyez, tout cela
participe à dire que le vrai problème qu'on a eu sur cette ville, ou en tout cas l'indication que nous a donnée cet accueil Rome, c'est d'une part l'affaiblissement du corps politique, et d'autre part, et c'est comme ça que je l'interprète, le flou qu'on a aujourd'hui sur ce que sont, ou en tout cas ce que pourrait être une définition de ce qu'est une démocratie locale, un certain nombre de valeurs sur lesquelles on peut tenir. Et ça, c'est un élément important parce qu'on voit bien que localement, un certain nombre d'identités politiques ont complètement, se sont diluées à travers ce débat. Donc quand je dis, pour moi, la gauche avait perdu cette bataille culturelle sur Gardanne, alors peut-être c'est un constat pessimiste, mais c'est comme ça que j'ai vu les choses, c'est-à-dire qu'on a réussi l'accueil des Roms, on a perdu la bataille culturelle sur la question de l'acceptation de l'autre, l'antiracisme ou le rapport à l'altérité. Parce qu'on l'a perdu sur la bonne et simple raison que l'accueil Rome devait avoir une fin, c'est-à-dire qu'on devait commencer. Et la preuve, c'était le jour où le Puy Z allait redevenir Puy Z, c'est-à-dire inoccupé, avec personne dessus. Alors on pourrait dire, bon, pourquoi le statu quo, revenir à un Puy Z avec rien dessus? C'était la preuve qu'on revenait à la normale, c'est-à-dire un ancien puits de mine qui était en friche, inoccupé, pour lesquels on ne pouvait même pas utiliser 100 mètres, 200 mètres carrés pour accueillir des personnes. Et ça, c'était le retour à la normalité, c'est-à-dire le retour au statu quo, le retour au non-accueil est devenu la normalité. Dans ce sens que je dis qu'il y a eu défaite culturelle. Alors je veux bien dire que les Roms se fondent dans la masse. Non, en réalité, ils sont redevenus invisibles. Parce qu'on est revenu dans quelque chose où on les a disséminés par petits groupes, par famille. Et lorsque vous regardez tout simplement des populations qui sont marginalisées depuis plusieurs siècles, sur lesquelles on a construit un certain nombre de préjugés, des populations auxquelles on a interdit certaines professions, parce que pendant longtemps, ils étaient interdits de travailler, ben, leur demander du jour au lendemain de se comporter en classe moyenne française, c'était de fait être dans l'échec sur un certain nombre d'intégration. Je prends qu'un exemple sur le logement, et que j'estime, moi, sur lequel on devrait avoir un vrai débat. Et quand on dit logement, on a placé ces familles de manière individuelle parce qu'il n'en fallait pas beaucoup, parce que sinon ça gêne le voisinage et ainsi de suite. Sauf que lorsque vous regardez les familles roms, il y a un élément extrêmement intéressant dans ces familles, en tout cas qui leur permet de vivre, c'est la dette. Ils se prêtent beaucoup d'argent entre eux et il y a beaucoup de prêts, de formes de solidarité réciproque qui permettent de tenir les fins de mois, qui permettent pour certains de tenir et de les maintenir hors la tête un peu hors de l'eau. Et lorsqu'on va les isoler, ben on va renforcer cette précarité. C'est-à-dire qu'on met fin à la circulation des dettes et de l'argent entre eux et certaines familles se sont retrouvées ou se retrouvent plus endettées que ce qu'elles étaient lorsqu'elles étaient dans le camp rome. L'autre élément, c'est lorsqu'on a aussi plusieurs familles qui peuvent fonctionner ensemble, ben, l'effet culturel, le fait d'être en communauté, c'est pas simplement, alors nous ça nous pose problème parce qu'on a l'impression qu'ils se regroupent entre eux, mais il y a y compris pour les femmes, le fait d'être sur plusieurs femmes, des formes de résistance dans le camp. Or, lorsqu'on a mis des familles seules, certaines femmes ont perdu cette résistance, ou perdent cette résistance, qu'on a pu observer à Marseille, ainsi de suite, et où les violences conjugales sont beaucoup plus importantes lorsque les Roms, comme d'autres populations, sont placés de manière isolée dans le logement, que lorsqu'ils sont dans le fait communautaire. Donc, vous voyez, un certain nombre d'indicateurs sur lesquels les travaux montrent assez bien de recherche, beaucoup de points là-dessus. Ben, la forme d'intégration à laquelle on a obligé quelque part le collectif Rome et auquel la municipalité elle-même a cédé sous la pression de la population, garantissait quelque part, ou en tout cas ne garantissait pas plutôt, une insertion durable et à long terme. Et je crois que, alors je ne dis pas ça pour critiquer les actions des uns et des autres, mais ça doit nous poser question, nous, sur la prise en compte des différences, ou en tout cas l'idée qu'une action publique puisse être différente en fonction des populations, en fonction du degré de marginalisation des populations. Et quand je dis différente, c'est dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement sur le long terme, de fait, les familles roms auraient nécessité un accompagnement beaucoup plus fort, beaucoup plus long, que ce soit au sein de l'école, au sein du logement, ou dans d'autres secteurs, pour la bonne et simple raison que ce sont des populations qui, elles, on leur demande souvent des efforts. Lorsqu'elles arrivent à l'école, il faut qu'elles fassent la preuve en permanence. Il faut qu'elles fassent la preuve en permanence, qu'elles réussissent, qu'elles vont respecter, qu'elles vont regarder. Et du coup, on se retrouve, y compris dans certains quartiers où il y a beaucoup de problèmes d'incivilité, de dégradation. Avec l'arrivée d'une famille, vous avez toute la population qui se retrouve à surveiller la seule famille rom du quartier. Donc on a comme ça 300, 400 habitants qui peuvent vous dire tous les jours ce qu'a fait la famille rom, ce qu'ils ont mangé, où est-ce qu'ils sont sortis. Et donc on se retrouve avec une forme de mise sous tutelle un peu diffuse de ces populations qui les empêche, ou en tout cas qui empêche toute type d'intégration
ou de relations au-delà du cercle de leur communauté. Pour la bonne et simple raison que l'intégration est difficile parce qu'à chaque fois qu'ils viennent, il y a la suspicion par rapport à ce qu'ils sont. Et ce que je vous dis là, je l'ai observé avec les Syriens du Liban, je l'ai observé avec les Syriens de Jordanie, c'est-à-dire qu'on a ce processus qui recommence en permanence. Et là-dessus, alors évidemment que l'action qui est faite, s'il fallait la refaire, il faut la refaire, mais ça nécessite à côté, pour les forces politiques, les partis politiques et d'autres forces organisées, intellectuelles et autres, à réfléchir sur cette question de manière plus, je dirais, plus posée et plus longue sur notre rapport à l'altérité et sur notre rapport aux autres et notre rapport à l'ouverture. Alors je pense que le vrai problème qu'on a eu avec les Roms à Gardanne, c'était moins les Roms qui posaient problème que toutes les tensions qui étaient présentes dans cette ville, qui à l'occasion de l'arrivée des Roms sont ressorties et se sont exprimés envers cette population qui était extérieure. Donc moi, ce que j'ai vu dans le type de violence qui s'est déchaîné pendant ces quelques mois à Gardanne, c'était des violences qui étaient latentes dans la ville et qui, là, se sont cristallisées sur une population pendant quelques mois. Donc ça veut dire que, pour moi, cette période Rome a mis en évidence tout l'échec de la municipalité dans le traitement social qu'on avait, et j'en prends ma part, moi, en tant qu'adjoint à la culture. Alors que j'avais développé un tas d'activités culturelles dans beaucoup de quartiers qui avaient beaucoup de succès, mais en même temps qui n'avaient pas atteint en profondeur les populations. Et j'ai vu à cette occasion-là que malgré un certain nombre de manifestations qu'on avait ciblées sur cette question de l'altérité, sur la mixité, sur les cultures du monde, ainsi de suite, dès qu'on a eu la question Rome, tout ça a volé en éclats. C'est-à-dire le travail de 10 ans, 15 ans a disparu en l'espace de 4-5 jours. Donc ça veut dire forcément qu'en tant qu'adjoint à la culture, j'avais à me poser les questions sur le travail que j'avais pu faire et sur le travail de profondeur. Et si j'avais à refaire cela, je pense que le vrai travail qu'il y a à faire, c'est un travail qui commence d'abord par l'ensemble des écoles d'éducation des enfants. Peut-être qu'on avait un peu sous-estimé. Alors ce que je dis là, c'est pas simplement un constat d'échec, parce que ce qu'a mis en évidence le collectif Rome, et ce que j'ai vu aussi, c'est la capacité ou la capacité d'une partie de la population qui, malgré l'hostilité, s'est mobilisée, a dit nous on refuse de mettre dehors les gens, on refuse que ces populations soient maltraitées, et se sont fortement investis. Et du jour au lendemain, on a vu des compétences extraordinaires se mettre en place, et on a vu la capacité, dans la synergie qu'il y a entre la société civile et les institutions, lorsqu'elles arrivent à travailler ensemble, la capacité à traiter un problème extrêmement difficile en l'espace de quelques mois. C'est-à-dire qu'on est passé du premier jour avec 0 logement, des gens qui étaient à l'extérieur, en 2 ou 3 mois, à l'installation d'un camp qui était décent dans ces conditions, plus ou moins, qui s'est amélioré. Donc on a vu aussi la capacité de la puissance publique à faire. Donc ça veut dire que ça existe. Cette capacité, elle n'est pas liée aux compétences techniques, elle n'est pas liée aux problèmes financiers, elle est liée principalement sur la capacité que nous avons, nous, à affronter un débat aujourd'hui que nous avons dans notre société sur quels sont les contours de notre démocratie, qu'est-ce que c'est que la démocratie, est-ce qu'elle concerne que ceux qui en font partie, ou est-ce que cette démocratie, si on veut qu'elle existe en tant que telle, doit forcément intégrer de manière un peu plus importante même ceux qui n'en font pas partie. Et je finirai simplement par ça, il y a eu ce débat-là pendant les Lumières, et Voltaire défendait une idée assez simple. Voltaire a pendant longtemps dit « la patrie, c'est là où on est bien ». Il était sur cette idée, la patrie c'est là où on est bien, et il a développé cette idée, mais en face il avait un autre philosophe qu'on cite beaucoup, qui est Rousseau, qui dit non, la patrie c'est ceux qui sont nés ici, c'est ceux qui sont natifs, c'est ceux-là qui doivent avoir droit d'abord, avant ceux qui sont à l'extérieur. Peut-être que ce débat qu'on a eu pendant les Lumières, il faudrait peut-être qu'on le réouvre, ou qu'on le rouvre et qu'on ait à nouveau, et qu'on utilise ce qui a été écrit, ce qui a été fait. Il ne s'agit pas de choses nouvelles, ni de créer de l'innovation, c'est simplement d'avoir ce débat-là. Qu'est-ce qu'on entend par l'ouverture aux autres? Qu'est-ce qu'on entend par l'Europe, parce que les Roms, ce sont des Européens, et qu'est-ce qu'on entend par l'accueil des autres? Je dirais simplement que on est souvent sur l'idée de migration, d'invasion, ainsi de suite. À l'échelle mondiale, la migration, c'est 200 millions de personnes à peu près. C'est 3% de la population mondiale qui bouge. Et sur les 3%, il y a 65 millions de personnes qui bougent parce qu'ils sont obligés suite aux guerres. Vous voyez ? Donc sur les 7 milliards, nous n'avons que 200 millions à peu près de personnes qui migrent et qui bougent. Donc cette espèce de centralité qu'on a dans nos débats politiques sur l'arrivée des autres, et ainsi de suite, elle doit nous questionner sur quelles sont les tensions, quels sont les problèmes qu'on traite à travers ce faux problème, parce qu'il s'agit bien d'un faux problème lorsqu'on évoque l'idée de circulation massive, d'invasion massive. Nous n'avons pas d'invasion massive, nous n'avons pas de circulation massive, donc cela veut dire que nous avons un problème avec nous-mêmes et un problème du rapport aux autres.